Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ces étrangers parmi nous. Au carrefour du social. Collection dirigée par Marc Garcet et Serge Dalla Piazza. L'Association interrégionale de guidance et de santé, AIGS, est née en 1964 de la volonté de quelques hommes de promouvoir la santé et la qualité de vie pour tous. Des dizaines de services de proximité et extra-hospitaliers ont vu le jour pour accompagner, insérer, aider, soigner, intégrer, revalider, former des milliers d'usagers en mal d'adaptation personnelle ou sociale. En collaboration avec les éditions L'Harmattan de Paris, la collection Au carrefour du social veut promouvoir ce modèle et offrir une réflexion ou des rapports de ces pratiques et de ces innovations. Déjà paru. Marc Garcet et Serge Dalla Piazza, L'économie ne peut être que sociale, 2011. Serge Dalla Piazza et Marc Garcet dire « Rendre la commune aux citoyens, citoyenneté et démocratie locale à l'ère de la mondialisation, 2010. Serge Dalla Piazza et Marc Garcet dire « Jeunes, inactifs, immigrés, une question d'identité. Vivre dans un désert industriel, 2010. Marc Garcet, Construction de l'Europe sociale, 2009. Serge Dalla Piazza et Marc Garcet, L'avenir de l'homme en question, 2009. Marc Garcet et Serge Dalla Piazza, En marche vers un idéal social, 2005. Serge Dalla Piazza. Ces étrangers parmi nous. L'Harmattan. Illustration de couverture, Jamal El-Ghana, avec son autorisation. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 54 991 3. EAN 9 782 296 549 913. Que sont mes amis devenus? Merci à mes collègues Arlette, Christelle, Lucienne, Nicole, Stéphanie. Propos liminaires. Je me souviens de cette institutrice de Chérat, un bourg de la province de Liège, à l'est de la Belgique. Terre de charbon, durant plusieurs décennies, elle avait accueilli des immigrés. S'étaient ainsi succédé des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Marocains et plus récemment des Turcs. La plupart d'entre eux, au fil des générations, étaient restés. Les charbonnages avaient fermé, et ils avaient ouvert un petit commerce, étaient allés travailler dans des usines plus loin ou avaient bénéficié d'allocations de chômage. Progressivement, les gens s'étaient mêlés et parfois seuls les accents trahissaient encore l'origine. Les derniers arrivés éprouvaient plus de mal à s'habituer. Ils restaient groupés dans des quartiers ouvriers aux maisons toutes identiques. Ils gardaient leur langue, leurs habitudes, leurs mœurs. Le regroupement familial les y avait aidés. Ils avaient un code de vie à eux qui rendait les contacts difficiles. Leurs enfants, souvent nombreux, allaient à l'école publique de Chérat. Certains avaient droit à un imam pour l'enseignement de la religion musulmane. L'institutrice de première année avait dans sa classe 18 nationalités pour 24 élèves. Les petits Belges étaient donc largement minoritaires. Cette tour de Babel moderne n'empêchait pas les enfants de jouer ensemble durant le temps de récréation. Ne nous y trompons pas, me disait l'institutrice, un racisme latent reste présent, le plus souvent à l'égard de la minorité belge ou à l'égard plus généralement des Européens. Il est bien difficile dans ces conditions d'enseigner. Cela devient individuel, car pour certains, la compréhension du langage oral n'y est pas. Il faut d'abord traduire les consignes avec des gestes ou des dessins, leur apprendre les rudiments de la langue française. Ne parlons pas du retard scolaire qui grandit chaque année. Les contacts avec les familles sont quasi inexistants. Impossible de se comprendre. Les exigences sont minimalistes. Que les enfants apprennent le français et qu'ils respectent le code de conduite en classe. Le reste, le programme scolaire. Souvent, cette institutrice se sentait dépassée, isolée, incomprise par sa direction. Souvent, elle avait peur des parents à la mine parfois patibulaire. Elle était malgré tout contente quand les enfants lui disaient bonjour en rue,
ou lorsqu'elle voyait que l'un ou l'autre poursuivait sa scolarité. Je me souviens encore de cette consultation d'un enfant tchétchène dans un service de santé mentale. La demande avait été introduite par un service social local, car son intégration scolaire était mauvaise et on se demandait s'il n'avait pas une déficience intellectuelle. Cela avait pris un certain temps pour organiser un rendez-vous avec la famille, le service social et l'interprète. Après l'accueil social pour établir un début d'anamnèse, j'avais rejoint le groupe de dames dans le bureau. Il y avait là 2 assistantes sociales, l'interprète, la maman et le gamin d'une dizaine d'années. À mon arrivée, la maman et le gamin s'étaient levés et j'avais tendu la main vers la maman. Avec un air gêné, elle l'avait refusé et je venais de comprendre que j'avais commis une erreur culturelle. Je m'étais approché de l'enfant qui était assis devant le bureau et qui dessinait. Il m'avait regardé et s'était levé pour me céder sa place. Je l'avais refusé d'un geste, commettant ma 2e erreur culturelle. J'avais refusé cette marque de respect, mettant l'enfant en échec et moi-même en situation inférieure. Je m'étais ensuite isolé dans un autre bureau avec l'enfant et l'interprète. L'enfant avait réalisé sans crainte et sans difficulté particulière les tests proposés. Il n'est pas facile de travailler à 3, alors qu'on est habitué à le faire en vis-à-vis. Tout prend du temps, on n'est pas vraiment certain des traductions. Parfois, il y a des conflits ethniques sous-jacents dont on n'est pas vraiment conscient. Parfois, il s'agit d'une seconde langue pour l'interprète qui vient en fait d'un autre pays. La confiance est nécessaire. L'enfant avait donc collaboré, et j'avais appris qu'il avait des problèmes scolaires et de comportement dans son pays d'origine. Ici, il ne comprenait pas, était loin de sa famille, de son père resté au pays. Il vivait avec sa mère et une sœur aînée, et il ne le supportait pas, ne comprenant pas une situation qui n'était effectivement pas très claire. Quoi qu'il en soit, il était difficile à l'école, n'évoluait guère et il était surtout devenu le despote de sa famille, frappant sa mère, ne lui obéissant en rien, capricieux, autoritaire, violent, insupportable. Son institutrice était une femme. Je n'en ai plus entendu parler, mais je me demande souvent ce qu'il devient. Son intégration est loin d'être assurée, tant que les secrets de son déplacement ne sont pas levés et tant que son père n'est pas là pour assurer l'autorité dont il a besoin pour grandir. En attendant, j'ai conseillé qu'on le mette plutôt, quel que soit son niveau scolaire, chez un instituteur. Jacqueline travaillait dans l'administration de sa commune, municipalité, depuis de nombreuses années. Il ne s'agissait pas d'une ville. C'était tout petit, et tout le monde se connaissait. Depuis quelques années, une partie de son travail avait changé. Elle était chargée des affaires sociales, d'aider les gens, d'évaluer leur détresse et leurs besoins matériels et d'introduire des demandes d'aide. Dorénavant, elle était aussi chargée d'accueillir et d'aider à l'installation de familles issues de l'immigration. Certaines familles arrivaient directement de pays dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Ces nouvelles immigrations liées aux guerres le plus souvent étaient réparties sur le territoire. Cette politique existait depuis plusieurs années et devait favoriser l'intégration de ces nouveaux arrivés. Cela avait surtout pour but d'éviter la formation de ghettos culturels et l'explosion de violences. Le problème était double pour elle. D'abord, elle recevait plus de familles que de logements disponibles, et il lui arrivait de devoir utiliser provisoirement des logements insalubres. De plus, elle ne connaissait rien à la culture de la plupart de ces personnes, encore moins à leur langue. La communication était donc difficile, voire impossible. Il lui fallait beaucoup d'imagination pour faire face à des situations inattendues. Ses collègues se moquaient d'elle et lui conseillaient d'en faire moins. Son responsable direct tenait parfois des propos d'allure raciste, ce qui l'indisposait fort, mais elle n'avait jamais rien osé dire. Jacqueline se souvient du cas particulier de ce couple libanais, arrivé avec 4 enfants, dont un petit Ali atteint d'autisme. Ses sœurs avaient été scolarisées rapidement, et avaient vite appris des rudiments de français. Pour Ali, elle ne savait que faire. Comment le scolariser? Comment l'aider? Les parents ne parlaient que l'arabe et l'anglais. Elle avait fini par faire appel à un service d'intervention précoce qui était venu à domicile, et dont les intervenants maîtrisaient suffisamment l'anglais pour permettre la communication nécessaire avec les parents. Les familles défilaient.
Certaines déménageaient et rejoignaient de la famille. D'autres trouvaient du travail ailleurs. Quelques-unes étaient restées au village, et la famille s'était bien adaptée. Ce n'était pas le cas de la famille d'Ali. Ils restaient enfermés. On ne les voyait jamais se promener, sinon pour quelques courses rapides chez l'épicier proche. Dans une institution pour personnes handicapées adultes, nous accueillons des adultes déficients intellectuels. Ce jour-là, nous avions reçu la candidature de cette famille marocaine. Ils avaient une fille de 24 ans, polyhandicapée. Elle était assez gravement atteinte, tant sur le plan physique que sur le plan mental. On la déplaçait en voiturette, et elle ne parlait pas. Ses parents s'exprimaient dans un français approximatif. Nous avons vite compris leur détresse et en même temps l'ambivalence de cette famille, se séparer ou non de leur fille. Lors des discussions d'admission, nous avons évoqué ses déficiences, sa situation, ses problèmes, son comportement général, mais aussi son statut d'immigrée marocaine. Ses parents étaient-ils fiables? Pourrait-il payer régulièrement les frais inhérents à sa prise en charge? Malgré des avis contradictoires, Yasmine a été acceptée. Elle n'est restée que quelques mois dans l'institution. Pourquoi seulement quelques mois? Parce que l'offre de services de l'institution ne correspondait pas aux besoins de sa famille? Ou parce que l'accueil les avait fait fuir? Nous ne le saurons jamais. Yasmine s'était pourtant vite adaptée. Elle était vive, souriante, espiègle même dans sa manière de communiquer. Elle avait vite conquis le cœur des éducatrices et des éducateurs. Cela n'avait cependant pas suffi. La première fois que nous avons vu dans la rue de grands hommes avec des turbans autour de la tête, nous avons ressenti de l'excitation devant tant d'exotisme et de la crainte d'un nouvel envahissement. Teint basané, allure fière, barbe, marchant souvent par deux, un turban clair sur la tête laissant passer des cheveux de jais, ils avaient fière allure. Nous n'en avions jamais entendu parler auparavant. Qui étaient-ils? Des Indiens? Cette question est restée sans réponse bien longtemps, car ils n'étaient guère nombreux voici 20 ans. Nous les avons retrouvés à l'épicerie du coin, celle qui ouvre jour et nuit, en tout cas la nuit, celle qu'on retrouve dorénavant dans toutes les villes, grandes ou petites, celle qui sert au dépannage alimentaire. Le regroupement familial, l'aide entre cousins leur permet d'ouvrir jour et nuit ces petits commerces qu'on appelle dorénavant par un néologisme qu'on ne retrouve pas encore au dictionnaire, le paki. Oui, le paki est entré dans les mœurs. Il fait partie du paysage commercial, discret, disponible, accueillant. On y trouve le sel manquant quand on n'a pas envie de prendre sa voiture, les cacahuètes apéritives et bien sûr, la bouteille d'alcool qui permet de terminer une soirée. Les pakis du coin de la rue sont serviables et discrets. À Londres ou à New York, quand la mort s'est abattue aveuglément sur des civils, le nom du Pakistan a été associé aux événements. Pointés du doigt, les diasporas pakistanaises ont beau condamner la barbarie de ces actes, le tort est fait. Et l'image du Pakistanais islamiste, voire terroriste, supplante désormais souvent toutes les autres. En Belgique, ils ne sont officiellement que quelques milliers. Officieusement, ils sont beaucoup plus. Il y aurait entre 13 et 15 000 Pakistanais installés à Bruxelles, 5 à 7 000, à Anvers, quelques 3 000, Gand ou Liège. Ils travaillent dans l'ombre, discrètement, et ils ne ferment jamais la porte à un compatriote qui arrive. Ils s'arrangent toujours pour le faire travailler quelque part. Ils sont solidaires et connus pour cela. Introduction. Tout change, évolue, le monde aussi. Nous sommes au siècle de l'information. Tout va vite, trop vite parfois et certains s'adaptent bien, d'autres pas assez. Assaillis d'informations, souvent contradictoires et inquiétantes, nous ne savons où donner de la tête. Parmi les inquiétudes qui accablent bon nombre de nos contemporains, on retrouve bien sûr le réchauffement climatique, les menaces terroristes, les guerres, l'absence de travail, la misère, les corruptions, les violences. Les migrations constituent certainement aussi une des inquiétudes fondamentales des Occidentaux. Ne nous y trompons pas, personne n'est plus dupe quant à la pérennité de la civilisation occidentale, basée sur la libre concurrence et l'économie de marché. Cela a permis de très grandes richesses à quelques privilégiés, une vie confortable à une classe moyenne adaptée et surconsommatrice de biens plus ou moins utiles, et une vie pauvre à la grande majorité. La pauvreté concerne plus de 10% des populations des pays riches. Depuis toujours, mais plus ces dernières décennies, voilà que des gens pauvres,
des réfugiés politiques, des fuyards de la guerre se mettent à envahir les pays riches. Aux mains de passeurs le plus souvent, ils forcent la porte, s'installent dans des campements de la honte et demandent l'aumône. Ils sont accompagnés de charognards qui gravitent autour d'eux et forment des mafias exportées ou locales. Ces migrations seront bientôt également climatiques. La raréfaction de l'eau, le recul des terres, leur envahissement par des déserts et tout simplement les lois du marché poussent déjà ces cohortes vers des cieux plus cléments. Il nous faudra un jour ou l'autre accepter de partager le gâteau de la croissance avec eux. Il nous faudra admettre que même les pays pauvres peuvent avoir envie de changer de vie, de profiter des richesses et de plus de confort. Qu'on le veuille ou non, ces émigrés de toutes les origines sont là et frappent à notre porte. Dans la plupart des pays occidentaux, ils représentent 10% de la population et parfois plus. S'ils utilisent les services sociaux, ils apportent aussi de la jeunesse, de la main-d'œuvre parfois au noir, et une plus-value économique et culturelle. Les pouvoirs publics sont confrontés à la question essentielle de l'assimilation d'une immigration contrôlée, ou de leur expulsion qui coûte chacune jusqu'à 40 000 € à la collectivité. Les services sociaux, d'éducation et de soins sont depuis longtemps confrontés à ces nouveaux venus à la présentation exotique, ne parlant aucune langue connue et adoptant des comportements étranges. Nous savons qu'une acculturation est difficile, longue et laborieuse, qu'elle produit des fractures mentales qui ne guérissent pas toujours. Il y a la santé physique, il y a la santé mentale. La frontière entre les deux n'est pas toujours aisée à déterminer. Les services de santé mentale, les centres de réadaptation, les hôpitaux, les écoles, les services sociaux accueillent une proportion non négligeable de demandes d'aide issues de l'immigration, certains plus que d'autres. Certains quartiers des grandes villes sont à forte densité de population d'origine étrangère, et posent cette question de l'adéquation de l'offre des soins et des services. Certains gouvernements tentent d'éviter les concentrations trop importantes dans la ville et les risques de cohabitation difficiles, et orientent ainsi des primo-arrivants vers des zones rurales. Ces nouveaux voisins interpellent autant les autochtones. Nous assistons dans les services à une consultation et à des demandes en augmentation en provenance de ces nouvelles populations africaines ou asiatiques notamment, que nous connaissons si mal. Si nous les connaissons mal, nous les traitons mal, car nos références occidentales ne sont pas toujours adéquates pour comprendre un problème de santé ou une demande d'aide. La présente monographie constitue une réflexion sur le sujet et surtout une approche pragmatique. Nous avons parfois fait connaissance avec ces peuples. Nous les avons trouvés beaux, riches de culture, passionnants d'expériences vécues, pauvres par les traumatismes subis, affamés souvent de sécurité et de reconnaissance personnelle. Ce livre voudrait servir de passeur de culture. 1. Il voudrait donner une chance à tous ces peuples différents et méconnus de s'exprimer. Le but est évidemment de mieux les connaître pour mieux les aider à s'adapter, car ce qui est connu fait moins peur. Il n'empêche que certains peuples ont une culture bien différente de la nôtre, bien loin des droits universels, bien loin de l'égalité entre l'homme et la femme, bien loin encore de l'importance que nous donnons à l'éducation de la jeunesse. Est-ce pour cela que cette culture est inférieure ? Est-ce pour cela qu'elle est méprisable ? Ce livre voudrait servir d'outil à une paix sociale. Le pluralisme et le multiculturalisme sont des modalités possibles du traitement de la diversité. Le multiculturalisme décrit des situations et met l'accent sur la reconnaissance d'entités culturelles distinctes, en donnant la priorité au groupe d'appartenance. L'individu est d'abord un élément d'un groupe. Son comportement est défini et déterminé par cette appartenance. Son identité au sein du groupe prévaut sur une identité personnelle. L'accent est mis sur la reconnaissance des différences ethniques, religieuses, migratoires, sexuelles. Le multiculturalisme additionne des différences, juxtapose des groupes et débouche ainsi sur une conception mosaïque de la société. Ce modèle additif de la différence privilégie les structures, les caractérise et les catégorise. Cette approche pose cependant la question des conditions nécessaires pour que des individus différents et d'appartenances différentes puissent vivre en paix les uns avec les autres. Ce livre voudrait plutôt promouvoir une approche interculturelle. Tout individu est un être pluriculturel, d'autant qu'il a lui-même des origines multiples. Rares sont les autochtones qui n'ont quelques parents venus d'ailleurs. La rencontre avec un étranger, c'est d'abord la rencontre avec un sujet qui a des caractéristiques propres.
La compétence interculturelle n'est pas une compétence qui permet de dialoguer avec un étranger, mais avec autrui. L'objectif est donc d'apprendre la rencontre et non pas d'apprendre la culture de l'autre. Cependant, aucune rencontre n'est vraiment possible si nous refusons de voir l'autre dans ses caractéristiques propres. La démarche interculturelle repose sur une sorte de décentration. Nous devons cesser d'être le centre du monde par excellence. Elle suppose aussi une volonté d'empathie, voire de compassion envers ce qui est différent. Il s'agit également de dépasser les préjugés, d'engager une démarche de compréhension, de dégagement d'un ethnocentrisme primaire. Comprendre l'autre, c'est un peu entrer dans un univers aux représentations inconnues. Il est certain qu'il faut voyager, disait le Candide de Voltaire. Avant lui, Hérodote a rapporté le premier récit de voyage et on l'appelait l'ami des barbares III, créant ainsi l'Homo viator. Ce livre voudrait servir de grille de lecture. Entrer en contact avec des personnes appartenant à d'autres univers culturels ne peut garantir le développement d'une attitude ouverte et tolérante. Dès que des cultures entrent en contact, un réflexe de généralisation et de jugement de valeur, mais aussi de retrait défensif, émerge chez la plupart des individus. C'est par la découverte de la culture de l'autre que naissent les représentations, le respect, mais aussi les préjugés, les stéréotypes et les clichés. Nous ne savons probablement pas éviter cet écueil, et en voulant aller vers une entente entre les peuples, nous pourrions creuser un peu plus le fossé qui les sépare. Hofstede IV a été un des premiers à élaborer une grille d'analyse des cultures qui comporte 3 faces. La relation avec l'autre, la gestion du temps et la façon dont il traite avec le monde extérieur. Ce modèle finalement complexe ne satisfait pas notre propos, qui est de fournir un outil pratique à des voisins, des soignants, des éducateurs, des enseignants ou des aidants désireux d'apporter une rencontre, des soins ou des services de qualité à des individus difficilement abordables, voire incompréhensibles. Les éléments décrits sont issus de 3 sources. Les nôtres provenant de voyages nombreux et de rencontres. Celles des lecteurs critiques issus des cultures décrites ou à leurs propos. Celles de références théoriques ou décrites sur des sites internet, dans des livres 5 et des journaux. Un grand merci à toutes ces personnes que nous avons rencontrées et à qui nous avons demandé un avis au sujet des fiches. Ces personnes qui ont validé les fiches sont toutes issues des cultures présentées. Le présent ouvrage se veut une introduction, un pont entre les cultures afin de favoriser l'entente entre les peuples. Il n'a aucune prétention, ni à l'exhaustivité encyclopédique, ni à une compréhension totale et globale. Cette grille de lecture s'adresse à tous ceux qui sont au contact des populations immigrées et qui souhaitent les comprendre mieux. 1 BENATTACHOTL Esperluette GRUZINSKIS Passeur culturel. Marne-la-Vallée, Presse universitaire de Marne-la-Vallée. 2 ABDALLAHPRETCEILLE Monsieur 2004. L'éducation interculturelle Paris PUF Col. Que sais-je? 3 mots pris dans son sens premier, les étrangers. 4 Hofstede G 2001, Cultures Consequences, Comparing Value Behavior Institutions and Organizations Across Nations. Second ed. Newbury Park CA Sage. 5 notamment Hugh J. Esperluette Unger Monsieur 1992, The Encyclopedia of People and Place. London Beasley. Avertissement. Le lecteur voudra bien se garder de toute généralisation abusive, et tenir compte notamment de circonstances particulières comme l'époque, l'âge du demandeur d'aide, son origine rurale ou urbaine ou encore son degré d'éducation, sans oublier la durée de sa présence en Occident. Le lecteur remarquera que la place de la femme n'est pas toujours enviable dans les différentes parties du monde. Encore une fois, aucune généralisation n'est possible, même à l'intérieur d'une culture. Cette situation dépend plus de l'accès à l'éducation que de la culture proprement dite, et même de la religion. Dans les pays industrialisés aussi, les disparités, les injustices envers les femmes et même les violences font régulièrement frémir les journaux. Les religions et les croyances peuvent, dans certains cas, devenir superstitions ou être jugées comme telles. N'oublions pas non plus qu'en Occident, les médecines dites parallèles sont aussi actives que la médecine scientifique, que de nombreux tradipraticiens naturalistes y vivent également et s'y déguisent de modernité.
Mais la maladie et le désespoir provoquent chez tous les êtres humains la même foi dans les rituels magiques porteurs d'espoir. L'empathie de ces tradipraticiens ou dispensateurs de soins parallèles constitue la force même de leur action. La relation paraît parfois guérir autant que le soin lui-même. Inutile dès lors d'imaginer un seul instant que les autres sont si différents de nous. La culture est d'abord humaine, avant d'être particulière à une région et à une époque. 1. La culture. Au départ, le mot culture était associé à un domaine d'activité humaine, les arts, les sciences et les techniques. Par exemple, il s'agissait de la culture des arts, mot pris dans un sens premier, celui de cultiver, de planter, d'entretenir, d'améliorer, de récolter, à l'instar du même mot utilisé dans l'agriculture. D'ailleurs, son origine latine, colère, a un rapport avec le fait d'habiter, de cultiver, d'honorer. Le mot s'est très rapidement différencié, en s'isolant. Le mot culture tend à désigner la totalité des pratiques succédant à la nature des êtres vivants. Chez l'être humain, la culture évolue dans le temps et dans les formules d'échange. Elle se constitue en manières distinctes d'être, de penser, d'agir et de communiquer. Ainsi, pour une institution internationale comme l'UNESCO, dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Dans les sociétés orales, on évoque plutôt le concept de coutume. Quel que soit le terme utilisé, cette notion de culture imprime chez l'humain des conduites apprises et relatives à un moment et à un espace donné. La culture se définit comme un ensemble de connaissances transmises par des systèmes de croyances, par le raisonnement ou l'expérimentation, qui la développe au sein du comportement humain en relation avec la nature et le monde environnant. Elle comprend ainsi tout ce qui est considéré comme acquisition de l'espèce, indépendamment de son héritage instinctif considéré lui comme naturel et inné. Ce mot reçoit alors des définitions différentes selon le contexte auquel on se réfère. Le paradoxe des études sur la culture est qu'elles peuvent promouvoir une forme de racisme. À trop mettre l'accent sur la différence culturelle, il est possible de nier l'existence de l'autre, de lui reconnaître une valeur inférieure. Il faut accepter que l'autre soit irréductiblement différent de soi. L'adjectif irréductible est important, et il est à prendre dans son sens littéral. Si l'on essaie de réduire l'autre par la fusion, c'est-à-dire en voulant fondre sa culture dans une autre culture, son existence s'en trouve niée. Par exemple, comment envisager les débats actuels sur l'amalgame entre culture arabe et islam ? Pourquoi, d'une façon générale, le touriste ou l'expatrié occidental riche emporte-t-il avec lui sa culture et l'immigré pauvre en Occident ne le peut-il pas ou si peu ? Il y a deux acceptions différentes pour le mot culture. La culture individuelle de chacun est une construction personnelle de ses connaissances lui donnant ce qu'on appelle une culture générale, un savoir et un savoir-faire en lien direct avec le monde qui l'entoure et dont il a connaissance. La culture d'un peuple, son identité culturelle, se réfère à la conscience collective du monde auquel il appartient. Les deux aspects sont interdépendants. Chaque individu a une histoire personnelle, et il est issu d'un groupe social d'appartenance qui l'influence à travers les générations. Cette notion temporelle est importante. En effet, si une culture, sociale ou personnelle, est circonstancielle, elle imprègne les conduites de chacun à travers les générations. Si une culture met du temps à s'installer, elle met du temps à disparaître. Elle imprègne chaque individu très tôt dans sa vie, au point que des petits humains adoptés très jeunes adoptent des conduites de leur groupe d'appartenance. Elle fait partie de l'identité de ses membres au même titre que la couleur de sa peau, sa morphologie et même son nom. Il la transporte avec lui où qu'il soit et s'y accroche, soit par regroupement ethnique, soit par référence personnelle aux habitudes, croyances et cultes d'origine. La culture colle à la peau de chaque individu et l'imprègne dès sa naissance. Ce mot est finalement étendu à une série de notions annexes comme la culture d'entreprise, la culture de l'information, se référant ainsi à la notion populaire qui stipule que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. 2. L'acculturation. L'acculturation est un processus par lequel un groupe ou un individu assimile une culture différente,
qui lui est a priori étrangère. Nous nous situons essentiellement ici dans le cadre de migration, qui se décline en plusieurs versions. Les migrations choisies, études, fuite des cerveaux. Les migrations économiques, trouver un travail, sortir de la misère. Les migrations obligées, déportation, guerre, menace de mort. Ces migrations sont temporaires, travail saisonnier, semi-temporaire, camp de réfugiés, ou permanentes avec une installation d'office dans le pays d'accueil choisi ou issue d'une opportunité. Parfois, on assiste à des migrations au sein d'un même pays. Exodes ruraux, économiques, fuite de conflits. Un quart de l'humanité est dans cette situation. On s'attend, dans les prochaines décennies, à une augmentation de ces migrations pour des raisons de famine, d'accès à l'eau potable et d'élévation du niveau des mers 6. Ce brassage des populations n'est cependant pas toujours celui qu'on croit, voir tableau numéro 1-7. Tableau numéro 1. Origine des immigrés dans 4 principaux pays francophones, nombre arrondi, selon les statistiques nationales, années 2000 à 2009. Ces nombres ne tiennent pas compte des naturalisations. Ces quelques données relativisent sensiblement l'impression qu'ont certains d'un envahissement des pays occidentaux par des étrangers très différenciés. Ce sentiment ne se fonde en réalité que sur des attitudes de rejet des personnes qui ne ressemblent pas aux autochtones. Encore faut-il distinguer les familles d'émigrés qui gardent leur nationalité d'origine, celles qui optent pour la nationalité du pays d'accueil, et les familles mixtes 8. Assimiler une culture différente de la sienne n'est pas chose aisée. Quand on passe une frontière, fût-ce pour quelques jours, nous avons tous tendance à garder avec nous une large parcelle de nos origines et de nos racines. Nous emportons quelques biens, quelques odeurs, des objets habituels ou des habitudes. Nous nous étonnons que d'autres humains vivent si différemment, mangent si différemment. Cet étonnement nous fige dans une attitude protectionniste. Notre culture et nos habitudes sont meilleures, et ne peuvent être remises en cause. Et pourtant, notre quotidien est fait de perceptions étranges. Notre cerveau est programmé pour percevoir ce qui nous est étranger dans notre environnement, afin d'attiser notre vigilance. La différence nous étonne toujours, nous fait peur souvent. Se promener dans la rue et croiser une femme voilée et tous nos sens sont en émoi. Différence, intégrisme, danger ? Une personne d'origine étrangère qui s'installe dans un autre pays le fait à la suite d'espoirs immenses, ceux de vivre en paix et de vivre mieux tout simplement. Il le fait aussi à la suite d'un stress que nous ne pouvons imaginer. Violence, meurtre, exaction, déportation. Beaucoup ont perdu une partie de leur famille, sont sans nouvelles ou se retrouvent seuls. Au stress des causes du départ, s'ajoute le stress de la violence qui l'accompagne et celui de l'installation dans un pays si différent. Entre-temps, ils auront subi la violence de passeurs et des cohortes de mafieux qui profitent de leur misère. C'est d'ailleurs surtout ces derniers qu'on perçoit dans les pays d'accueil et qui dérangent et font peur. Une fois installés en Belgique ou ailleurs, ces immigrés souhaitent un regroupement familial et s'installent dans une communauté de pairs. Ils restent parfois entre eux, ce qui limite l'acculturation. Il faudra souvent plusieurs générations pour qu'elle intervienne. En attendant que de malheurs surajoutés, deuil, problèmes psychiatriques, inadaptation voire violence, rupture, racisme, exclusion. Beaucoup d'entre eux n'ont qu'un rêve, retourner au pays avec de l'argent. Certains le feront effectivement, ne supportant plus cette vie de paria. D'autres resteront dans l'attente de jours meilleurs, pour continuer à envoyer des sous au pays, ou tout simplement pour permettre à leurs enfants de continuer leurs études. Il existe évidemment des problèmes d'acculturation et de transplantation. Amplifiés par les médias, certains évoquent même une nouvelle guerre des religions entre l'Occident et le monde arabe. Les immigrés arabes se sentent dès lors solidaires et fiers de leur culture qu'ils défendent au détriment même parfois de la culture du pays d'accueil. D'autres sont malades des remarques racistes quotidiennes. Je pense ici à ce technicien hautement qualifié, qui est le seul parmi ses collègues à ne pas posséder la clé du local des réserves. Dans ce cas, il arrive que des soignants autochtones interviennent. On peut ainsi distinguer 3 formes d'action de soins et d'aide neufs. L'approche interculturelle intervient quand soignants et soignés sont issus de cultures différentes, mais le soignant connaît bien la culture du soigné et en tient compte comme levier thérapeutique. L'approche intraculturelle concerne les situations où le soignant et le soigné appartiennent à la même culture, et où le soignant tient compte des dimensions socioculturelles du soigné.
L'approche métaculturelle concerne un soignant et un soigné qui appartiennent à des cultures différentes. Le soignant ne connaît pas la culture du soigné, mais il comprend le concept de culture et l'utilise dans l'organisation du diagnostic et des soins. Les anglo-saxons utilisent ici le terme de transculturalité. Ce terme d'une façon générale met en avant la diversité culturelle de la plupart des pays où se côtoient de multiples ethnies. Pour favoriser l'entente entre les peuples, qui est l'objectif premier de ce livre, notre approche sera transculturelle. L'accueillant et l'accueilli sont d'origines différentes. Comment agir avec cette différence ? 6. Suite à la montée des eaux des océans, les Maldives et d'autres îles du Pacifique cherchent de nouvelles terres d'accueil. 7. Pour la Belgique, 2006. www.stadbel.fgov.be. Pour la France, 2006. www.insee.fr. Pour la Suisse, 2008. www.bfs.admin.ch. Pour le Québec, 2008. www.stat.gouv.qc.ca et www.mic.gouv.qc.ca/fr/recherche et statistiques /stat-recensement.html. 8. Notons à quel point les chiffres officiels sont difficiles à obtenir. Par exemple, quelle différence entre les 5,7% de population étrangère officielle de l'INSEE, www.immigration.gouv.fr, en 2006 et les 8,1% d'une autre source, www.ladocumentationfrancecds.fr. 9. De Vreugé 1978, l'ethnopsychiatrie. Ethnopsychiatrica, 1 sur 1. 3. Fiches compréhensives. Ces fiches sont des indications et peuvent être améliorées, annotées, amendées en permanence, en sachant qu'elles ne constituent qu'un point de départ pour la compréhension d'une culture différente. Le fichier est à compléter au fur et à mesure des besoins. Dans chacune d'entre elles, nous indiquons aspect historique succinct, contexte politique, les ethnies, organisation sociale, langue et culture, religion et croyance, la famille, la femme, le mariage, les enfants, l'éducation et l'école, l'héritage, maladie et handicap, les minorités, particularités. Toutes les fiches ont été relues par des ressortissants originaires des pays évoqués, ce qui n'exclut en rien des erreurs, des oublis ou des particularismes. Nous présentons d'emblée des excuses pour ces erreurs et envisageons des rectifications dans des versions évolutives. Nous tirons aussi les renseignements de nos voyages, au contact direct des populations, de témoignages Internet et de lectures 10. Le choix des pays se fonde sur la représentation statistique dans les pays d'accueil, mais aussi sur leur méconnaissance particulière ou encore sur la fréquence de citation dans la presse. Par exemple, la diaspora albanaise est ancienne et une recrudescence de l'immigration existe ces dernières années. Même si le nombre d'immigrés reste assez faible, la presse l'évoque fréquemment. En fin de volume, le lecteur trouvera des adresses utiles, un indicateur de développement des pays concernés, des grilles de lecture permettant de cibler l'accueil de ressortissants étrangers dans des services de soins, d'éducation, d'enseignement ou sociaux. Ces grilles peuvent servir de pont culturel. L'accueillant engage avec celle-ci un dialogue avec l'immigré et apprend à connaître sa culture, en distinguant le pays d'origine de la culture particulière de la personne. En effet, la notion de minorité est parfois indispensable pour comprendre la situation d'un immigré. Par exemple, il ne faudrait pas assimiler Kurdes et Turcs et envoyer 2 familles d'accueil de ces origines dans un même foyer d'accueil. Un complément informatif sur les religions sert à mieux cerner les différences et les ressemblances, en évitant le piège de l'intégrisme qui ne concerne qu'une minorité de pratiquants. Les cartes continentales ont été travaillées sur la base de celles des Nations Unies. 10. Beasley Monsieur 1992, The Encyclopedia of People and Place. London, Hugh Unger. L'Europe. La République d'Albanie. Capitale, Tirana. Superficie, 28 700 km². Population, 3,5 millions dont la moitié habite dans les grandes villes, Tirana 1 million.
Langue officielle, albanais. Groupe majoritaire, albanais, 90%. Groupe minoritaire, tzigane 2,8%, grec 1,7%, macédonien 0,9%, roumain 0,6%, serbe 0,6%, etc. Système politique, république parlementaire présidentielle. Personnage célèbre, Ismail Kadaré, écrivain. Aspect historique succinct. Les Albanais descendent des Illyriens, installés dans la région il y a plus de 4000 ans. Conquise par Rome en -168, l'Illyrie demeure sous domination romaine jusqu'en 395, date à laquelle elle est intégrée à l'Empire d'Orient. Malgré leur farouche résistance, l'Albanie est conquise à la fin du XVe siècle par le sultan Mourad II et reste sous domination ottomane pendant plusieurs siècles. Vers la fin du XVIIe siècle débute le réveil du sentiment national, qui se concrétise par plusieurs soulèvements populaires demandant l'autonomie. L'État albanais est né avec la déclaration d'indépendance en 1912. Après une courte période démocratique, Ahmed Zogu, issu d'une famille noble du Nord, s'autoproclame roi en 1924 sous le nom de Zogu Ier. Le pays est rapidement occupé par l'Italie, jusqu'en 1939. Après la capitulation de l'Italie, en 1943, l'Allemagne occupe à son tour l'Albanie. Les Albanais refusent de donner les listes de juifs albanais et étrangers. Ils les cachent, les intègrent à la population, leur apprennent les travaux de ferme ou les emploient dans des petits commerces. Une seule famille juive est arrêtée par la Gestapo. Une république populaire s'installe dès 1944. D'abord d'obédience stalinienne puis maoïste, la dictature communiste de Enver Hoxha s'isole progressivement du reste du monde et mène le pays à une situation économique catastrophique. Contexte politique. Depuis la fin du XXe siècle, une démocratie parlementaire gouverne le pays. La transition du communisme vers le système capitaliste s'est avérée très difficile. Corruption, taux de chômage jusqu'à 40%, chaos politique et grande insécurité. Depuis 2002, une certaine stabilité permet une évolution positive de la situation économique et sociale. Langue et culture. L'albanais est une langue indo-européenne, parlée en Albanie, au Kosovo, en Macédoine, au Monténégro ainsi que dans certaines poches isolées en Italie et en Grèce. Du point de vue de la linguistique, mais aussi culturelle, il y a d'importantes différences entre le nord où on parle le dialecte gheg et le sud où on parle le tosque. Il existe aussi de très grandes différences culturelles et économiques entre quelques grandes villes qui tentent d'adopter une mentalité occidentale, et le reste du pays. Certaines régions, principalement dans le nord, restent imperméables à toute évolution. Religion et croyances. Les clivages religieux jouent un faible rôle dans l'Albanie d'aujourd'hui. D'une part, il existe dans le pays une longue tradition de coexistence pacifique entre les religions. D'autre part, la politique strictement anti-religieuse du régime communiste a très fortement atténué tout élan spirituel, même si une certaine recrudescence est observée depuis la fin de l'époque communiste en 1990. En général, les Albanais sont peu pratiquants, mais se rattachent plutôt culturellement à une communauté religieuse. L'Albanie est un des rares pays européens, avec la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, dont la majeure partie de la population soit rattachée à la religion islamique. Environ 70% des Albanais sont musulmans, contre seulement 20% orthodoxes et 10% catholiques. Les Turcs au XVe siècle ont introduit l'islam en Albanie en réunissant les jeunes garçons qui furent éduqués comme des musulmans, qui apprirent à se battre et formèrent des troupes d'élite, les janissaires. Les catholiques, perçus comme une menace pour le pouvoir, étaient lourdement imposés. Si certains se convertissent alors à l'islam, beaucoup partent à l'étranger pour ne pas devoir changer de religion. D'autres encore se prétendent musulmans en public pour échapper à l'impôt et aux exactions, mais continuent à pratiquer la religion catholique en privé. S'impose progressivement en Albanie l'ordre islamique des Bektachi, du nom de son fondateur Aksi Bektachi Veli. Cet ordre diffère de l'islam traditionnel par le fait que les prières sont moins formelles, que le port du voile n'est pas obligatoire pour les femmes, et que ses adeptes ont le droit de boire de l'alcool et de manger du porc. La famille.
La famille est de type communautaire exogame. La structure est patrilinéaire. Son organisation traditionnelle repose sur la cohabitation du père et de ses fils mariés. Les relations entre frères sont égalitaires. Tous les fils mariés amènent leur épouse, issue d'un autre clan, au domicile parental, formant ainsi une communauté fraternelle égalitaire et juste, mais soumise à l'autorité du père. La femme. On peut mettre au crédit du régime communiste, 1945 à 1990, l'amélioration importante de la situation de la femme. Il a instauré une stricte égalité de droits entre les hommes et les femmes. Durant cette période, une grande majorité des femmes travaillent et reçoivent un salaire égal à celui des hommes. À la chute du régime communiste, la situation de la femme régresse, du moins dans certaines régions. On estime qu'une femme sur 3 en Albanie est frappée, battue ou soumise à d'autres formes de violence physique au sein de sa famille. Certaines sont violées, d'autres tuées. La plupart du temps, les femmes brutalisées sont victimes de leur conjoint, de leur ex-conjoint ou d'un partenaire. La société considère souvent avec indulgence cette violence contre les femmes. Elle est largement tolérée au nom de la tradition, même au plus haut niveau du gouvernement, de la police et de l'appareil judiciaire. Les concepts de nderi, honneur et de turpi, honte, interdisent aux femmes de parler des violences dont elles sont victimes dans leur foyer, de peur que cela ne salisse l'honneur de leur famille. Le mariage. Au nord, pendant 7 jours, la jeune mariée ne doit pas voir sa famille. La jeune épouse participe sans les siens à son mariage. Un groupe d'amis du jeune homme vient chercher la mariée, qui, tête droite, tient les yeux baissés. Elle franchit le seuil de la maison de son mari avec ses 2 das-morts, dames d'honneur. Les parents du marié jettent de l'eau et du gros sel sur le sol pour se prémunir du mauvais sort. La belle-mère dépose alors du sucre ou du miel sur la langue de la mariée. Sa bru devient une épouse sucrée. Plus aucune parole désagréable ne peut franchir ses lèvres. Les hommes tirent alors des coups de feu pour souhaiter une longue vie au couple. Ensuite, les convives se dirigent vers le lieu de la fête. La mariée n'apparaît que lorsque le premier plat est servi. Un homme influent de la famille de son époux s'approche d'elle et soulève son voile. Il tire 6 coups de fusil en l'air et les femmes entament un chant populaire, pendant lequel la mariée est présentée aux invités en gardant les yeux baissés. À chaque présentation, les hommes sortent les armes et tirent. Quand le chant cesse, la mariée retourne dans sa chambre. Elle sortira ainsi à plusieurs reprises. Le lendemain de la noce, après la présentation du drap taché à la belle-mère, la jeune femme reçoit les amis de son mari venus partager le café traditionnel. Elle sert les hommes du plus vieux au plus jeune puis les femmes. Durant cette semaine, la jeune mariée ne doit tourner le dos à personne. Elle sert le café à reculons. Le 8e jour, la mariée reçoit enfin sa famille. Les enfants, l'éducation et l'école. Bien que la scolarité soit obligatoire jusqu'à 14 ans, beaucoup d'enfants travaillent dans la rue, dans des petits commerces, mais aussi de mendicité. Certains travaillent également dans l'agriculture, l'industrie légère, fabrique de chaussures, de textiles, la construction et d'autres secteurs. Certaines causes sont d'ordre économique. Le taux de chômage est très élevé, l'économie informelle est importante et les salaires très bas. Dans une zone rurale, en 2010, un salaire d'environ 200 € par mois permet... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.